Bonjour à tous et bienvenue, ravie de vous retrouver. Notre invitée d'aujourd'hui est incontournable sur la scène littéraire française, même si elle est belge. Elle publie un roman chaque année mais en écrit beaucoup plus. Son dernier né, Une forme de vie, est sorti comme les autres éditions Albin Michel. Vous l'aurez deviné, j'en suis sûre. On retrouve tout de suite Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Une forme de vie, publiée chez Albin Michel, est votre 19e roman. Il s'agit d'une correspondance entre vous et un soldat américain engagé en Irak. Il vous raconte qu'il est devenu obèse là-bas, non seulement à cause du malaise profond que lui inspire cette guerre, mais aussi afin de saboter le système. Alors cette correspondance est imaginaire, qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Ce qui m'en a donné l'idée, c'est la lecture d'un article de journal américain. J'étais aux États-Unis pour la promotion, c'était en février 2009. Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai lu un titre de journal. Ce titre était « Épidémie d'obésité dans l'armée américaine basée en Irak ». J'ai lu l'article qui ne présentait aucune explication. On montrait des graphiques sur l'obésité en croissante bien sûr les basses couches de l'armée. Il ne s'agit pas ici des généraux, mais des soldats de deuxième classe. Mais on n'expliquait pas pourquoi ils devenaient obèses. Ça m'a sidérée, je me suis mise à y penser tout le temps. Mais pourquoi ces soldats sont-ils boulimiques? Pourquoi sont-ils obèses? Je n'ai pas vu d'autre façon de résoudre la question que d'écrire un livre. Encore fallait-il découvrir quel livre j'allais pouvoir écrire, vu que je ne suis pas correspondante de guerre. J'aimerais beaucoup être capable d'écrire un livre de guerre, mais je suis tout à fait incapable d'en être un, pour la simple raison que je n'y connais rien à la guerre. Alors, à la dernière seconde, j'ai eu cette idée. Mais voyons, Amélie, comment fais-tu pour avoir des relations avec les gens? Généralement, tu entretiens avec eux des correspondances. Donc, on va imaginer que l'un de ces gros soldats américains t'écrit. Et vous voilà marraine de guerre. Et me voici marraine de guerre. Alors votre héros est obèse, donc il a érigé son corps au rang d'œuvre d'art et d'acte politique aussi. C'est pas la première fois qu'on rencontre des obèses dans vos romans, oui. Ou alors des personnages dont la beauté vous fascine complètement au contraire. Alors le rapport au corps, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Bien sûr, le corps c'est quand même la première injustice. À travers toutes les autres injustices que nous sommes amenés à vivre, il y a celle que nous recevons, on peut dire globalement à notre naissance, bien sûr. Au fil des années, il nous est permis soit d'améliorer la nature, soit au contraire d'empirer les choses. Mais globalement, à la naissance, les jeux sont presque toujours déjà faits. Et bon, dans l'immense majorité des cas, ça ne pose pas de problème puisque nous sommes simplement normaux. Donc il s'agit de loger une âme plus ou moins normale dans un corps normal. C'est déjà difficile. Mais en revanche, quand il s'agit de loger une âme dans un corps hors norme, qu'il soit monstrueux, par exemple dans l'énormité, ou qu'il soit au contraire spectaculairement beau, deux cas que je n'ai pas connus. Mais enfin, ces deux cas me paraissent également difficiles à vivre et donc très intéressants. Vous faites preuve d'autodérision comme toujours dans vos romans. Dans ce livre, j'étais ce personnage ridiculeusement ravi. L'auteur qui découvre que quelqu'un a tout lu de lui, j'éprouvais une grotesque bouffée d'orgueil. Alors cet orgueil est surtout attendrissant. Vous êtes toujours touché, comme au début, par la fidélité de vos lecteurs? De plus en plus, parce que la fidélité dont témoignent certains lecteurs aujourd'hui est d'autant plus émouvante que cette fidélité, qui au début était une fidélité de 3 ans, est maintenant une fidélité de 18 ans. Alors c'est comme dans le mariage. Fidélité de mariage pendant 3 ans, c'est pas mal, mais 18 ans de fidélité dans le mariage, devient record. Ça devient vraiment admirable. Ce roman est pour vous l'occasion d'évoquer l'hégémonie du courrier dans votre vie, comme vous dites, parce que vous correspondez avec vos lecteurs. Quel message voulez-vous leur transmettre? Écrivez-moi un peu moins, écrivez court? Ça dépend vraiment de chaque personne. Bon, c'est vrai que globalement, j'expose quelques règles qui me paraissent de bon ton. C'est vrai qu'on prend moins de risques quand on écrit une lettre de 2 pages que quand on écrit une lettre de 18 pages. D'autre part, je dis plutôt des choses à ne pas faire que des choses à faire, parce que il ne faut surtout pas s'imaginer que je suis celle qui sait. Moi aussi, j'écris des lettres et je suis la première à trouver que c'est difficile. Et très souvent, je ne sais pas comment faire pour écrire une lettre. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai écrit dans ma vie. Il n'y a pas de recette miracle. Mais au passage, je signale quelques erreurs à éviter. Vous déclarez dans ce livre « Je suis cet être poreux à qui les gens font jouer un rôle écrasant dans leur vie. Les gens sentent que je suis le terreau idéal pour leur plantation secrète. » Pensez-vous que l'on a tendance à attribuer au romancier un pouvoir de compréhension ou d'analyse surdimensionné? Je pense que oui, je l'ai beaucoup de fois constaté. Les gens me racontent leur vie, ce qui est très touchant. Bon, parfois difficile, parce que parfois certaines vies sont tellement terribles que quand on prend ça en pleine figure, on se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces confidences? Qu'est-ce que je vais faire avec l'exposition de toute cette souffrance ?» Mais le plus terrible, c'est quand on se rend compte que la personne attend de vous le salut, que vous n'avez aucun moyen de leur donner. Parce que dans la vie de tous les jours, vous êtes tout aussi démunis qu'elle.
Le fait que peut-être vous soyez capable d'écrire des livres, et encore, c'est même pas sûr, c'est pas ça qui va vous aider à résoudre des problèmes très concrets de la vie des gens. Vous-même, vous avez parfois ces problèmes et vous vous demandez vous-même comment vous en sortez. C'est très difficile d'expliquer aux gens que le fait de pouvoir peut-être écrire un livre ne va en rien aider à résoudre des problèmes dans la vie. C'est une responsabilité énorme, effectivement, pour vous. Lorsque vous évoquez vos livres, vous employez souvent des métaphores liées à la grossesse. Dans celui-ci, vous dites « mes enfants d'encre et de papier ». La création littéraire, c'est comme une gestation pour vous à chaque fois? C'est la métaphore qui m'a paru le plus appropriée. En même temps, je n'ai pas de point de comparaison puisque je n'ai jamais été enceinte pour de bon. Mais il me semble bien que c'est de la même chose qu'il s'agit. D'abord parce que c'est un acte total. Quand on est enceinte corps et âme. Le congé est une donnée qui n'existe pas. Vous êtes enceinte, vous ne prenez pas votre week-end. Vous êtes toujours enceinte le week-end. Ça dit aussi le peu de choix que l'on a. Vous me direz, oui, on peut choisir oui ou non de ne pas être enceinte. Alors déjà, j'ai envie de dire, dans le cas d'un livre, je n'ai pas trouvé de moyens contraceptifs. Mais ça dit aussi le peu de choix qu'on a par rapport à ce dont on tombe enceinte. On ne choisit pas d'être enceinte d'un garçon ou d'une fille, d'un génie ou d'un crétin. On est enceinte de ce qui vient. C'est la même chose pour les livres. Souvent, des gens me viennent avec des conseils en disant « Mais vous devriez plutôt écrire un livre sur tel ou tel sujet ?» Moi, je leur dis « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vos conseils sont peut-être excellents, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça va influencer ma grossesse ?» L'inspiration. Voilà. Pas du tout. Vous faites un distinguo très intéressant entre le genre épistolaire et la littérature. La nature du genre épistolaire m'a paru, c'était un écrit voué à l'autre. Les romans, les poèmes, etc. étaient des écrits dans lesquels l'autre pouvait entrer. Est-ce à dire que l'existence d'un lecteur n'est pas une condition sine qua non de l'écriture romanesque? Eh bien non. Et j'en ai une preuve formelle, c'est que j'ai publié 19 livres alors que je suis en train d'écrire le 71e. Il y a et il y aura toujours une énorme disproportion entre les livres que je publie et les livres que je ne publie pas. Il y aura toujours beaucoup plus de livres que je ne publierai pas que de livres que je publie. Or, je considère que les livres que je ne publie pas et que je ne publierai jamais et dont j'ai déjà pris la décision par testament de ne jamais les publier, je considère qu'ils existent tout autant que les autres. Même sans lecteur. Ils ont certes une existence différente, mais pour autant, je pense qu'ils vivent et qu'ils ne sont pas à plaindre. Vous écrivez à votre correspondant d'Irak « Tout écrivain contient un escroc ». Quel genre d'escroc contenez-vous, Amélie? Il est certain que j'en contiens un parce que la meilleure preuve, c'est que quand les lecteurs d'Une forme de vie, beaucoup d'entre eux ont cru à l'existence du soldat américain. Et bien sûr, ça m'a fait très plaisir. Non que je sois une perverse qui cherche à les rouler, mais parce que ça fait partie même du métier de romancier, de la définition même du roman, de créer ce qu'on appelle l'effet de réel. Pour obtenir ce qu'on appelle en théorie littéraire la suspension volontaire de l'incrédulité. Donc évidemment qu'il faut être un escroc pour obtenir ça dans le chef du lecteur. Mais faut-il le dire, un escroc honnête, puisqu'il est écrit roman sur la couverture. Vous évoquez une qualité essentielle à l'art, le doute. Un artiste qui ne doute pas est un individu aussi accablant qu'un séducteur qui se croit en pays conquis. Pourtant, il faut aussi de l'audace et de la détermination dans la création artistique. Il faut tout ça, et il faut trouver le moyen de concilier ça avec le doute. C'est extrêmement difficile d'avoir à la fois une conviction absolue, le genre de conviction qu'il faut pour déclencher des doses d'énergie suffisantes pour écrire un livre, tout en doutant avec une énergie équivalente à sa création. Bref, il faut être fou. Franchement, il faut être fou. Et cependant, si on n'a pas tous ces ingrédients-là, alors on est soit un très mauvais auteur, soit pire encore, un être humain abominable. Effectivement, c'est une question de dosage. Oui. Il se passe quelque chose d'assez particulier quand on lit vos livres, c'est qu'on a l'impression de vous entendre. Alors dans celui-ci, vous citez une phrase de Buffon, le style « c'est l'homme ». Est-ce qu'on peut dire que vous écrivez comme vous parlez et comme vous êtes exactement? Je ne pense pas que j'écris comme je parle. Je ne parle pas très bien. Je fais ce que je peux. Très souvent, j'ai la preuve que je ne parle pas très bien, c'est que beaucoup de journalistes m'interviewent et il y a une école de journalistes qui note les répliques de l'autre exactement comme il parle, vous savez, avec les bégaiements, les petits ratés. Et quand je lis ce style d'interview, je suis consternée parce que comme c'est du mot à mot, je vois tous les répétitions, toutes les fautes de français.
Donc j'espère de tout mon cœur que je n'écris pas comme ça. On vous entend quand on vous lit, c'est quelque chose d'assez particulier. Je pense en effet que j'ai une écriture très personnelle, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'entendre ma voix. Oui. Tout à fait, c'est ça. Vous avez fait des études de philologie romane. Dans vos romans, on trouve des mots extraordinaires comme opistographie, Indispensable. le fait de savoir d'écrire recto et verso Oui. d'un feuillet. Dans Le sabotage amoureux, vous écriviez il y a quelques années, c'est sérieux puisque c'est un mot. Alors vous éprouvez une véritable passion pour le langage et les mots? Il y a une phrase qui définit ça dans Une forme de vie, c'est « Le langage est pour moi le plus haut degré de réalité ». Je crois que c'est une pathologie assez typique des écrivains, d'avoir l'impression que les choses ne deviennent vraies que quand elles sont des mots. Aussi longtemps que les choses, qu'on ne parvient pas à mettre un mot sur les choses, on a l'impression qu'on ne les comprend pas. Et à la fois c'est fascinant et à la fois c'est effrayant. Pour les écrivains, je crois que pour que le réel devienne apprivoisable, un petit peu apprivoisable, hein, pas totalement, il faut au minimum pouvoir poser des mots dessus. Pour l'anecdote, il y a un mot que vous vous appliquez à citer dans chacun de vos Oui. romans, c'est le mot pneu. Est-ce Oui. qu'on peut vous demander pourquoi celui-ci? Uniquement pour le son, je n'ai aucune passion pour les pneus, dans l'absolu ça ne m'intéresse absolument pas, mais je trouve que la sonorité pneu est rigolote, c'est extraordinaire et c'est ma signature intérieure. Très bien. Vous qui êtes né au Japon et qui entretenez un lien fort avec ce pays, avez-vous lu Nagasaki, le roman d'Éric Faye, qui je vient l'ai lu. d'obtenir le Grand Prix de l'Académie française que vous aviez obtenu en 99 pour Quelle fierté pour moi d'avoir obtenu le même prix que ce roman que j'ai admiré, que je trouve totalement fascinant. Je n'avais encore jamais lu Éric Faye jusqu'ici. J'ai trouvé ce livre une très 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 grande réussite. Quand il y a des gens qui disent qu'il ne s'écrit plus de romans formidables aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas raison. Voilà, une vraie plongée dans la psychologie d'un individu, c'est passionnant. Pour terminer, Amélie, puis-je vous demander de me lire un petit paragraphe d'une forme de vie qui me semble vous correspondre assez bien. C'est chez moi une allergie. Je ne supporte aucune forme de mépris, qu'il me soit adressé, imputé, ou même si je n'en suis que le témoin. Quant à mépriser tout le monde, c'est encore plus révoltant. Ne pas accorder à l'inconnu le bénéfice du doute, c'est irrecevable. Oh, merci de m'avoir fait lire ce passage. Merci de me l'avoir lu. Effectivement, je trouve que ça vous correspond assez bien. Merci. Et ce sera donc le mot de la fin. Amélie Nothomb, merci beaucoup. Une forme de vie, publiée chez Albin Michel, comme tous vos autres romans. Hein. C'est le 19e, celui-là. Merci. Merci infiniment. À présent, je vous propose un petit tour au grenier. Regardez tout de suite notre reportage et vous allez comprendre. Il y a presque 5 ans que Fred Goffin a ouvert Le Grenier, rue du Marché Lancel, en plein centre-ville d'Amiens, aux amateurs de lecture et de bonne musique. C'est une petite boutique bouquiniste dans un grenier, d'où le nom. On n'a pas eu trop de mal à trouver. Et on cherchait un local un petit peu atypique. Et aussi avec un loyer moins cher, parce que pour ce type de quartier, on paye bien entendu moins cher que si on n'a pas de porte sur la rue. Notre stock, il vient principalement de ce que nous amènent les gens. On achète à la boutique, en grande partie, quoi. Après, moi, des fois, aussi je me déplace, bien entendu, quand les gens ont des grosses bibliothèques, quand il y a des déménagements, quand il y a des décès, quand il y a des choses comme ça, on nous appelle. C'est ça le plaisir de notre travail, il y a un côté chasse au trésor, quoi. Ouais. La semaine dernière, j'ai trouvé l'édition originale de J'irai cracher sur vos tombes, en parfait état. Il y a aussi ce qu'on trouve dans les livres, des fois, qui est impressionnant. Des lettres, J'en ai une qui m'a beaucoup fait rire ces derniers temps, dans un fleuve noir de 1949, la lettre d'une dame qui écrit aux camarades de son fils qui lui a prêté un livre Fleuve noir qu'elle a trouvé caché dans sa chambre. Et elle lui explique que c'est de la littérature immonde, qu'il est en train de dépraver son fils, etc. Ce qui est une photographie de la mentalité d'une époque. Et on a une clientèle assez variée quand même. Des collectionneurs, des gens vraiment passionnés, et aussi des gens simplement curieux. Pour trouver aussi des livres pas chers, c'est évident que maintenant le prix du livre neuf, c'est un peu lourd. Et c'est vrai que chez nous, on peut trouver des livres de poche à 2 € pour les lycéens, pour les étudiants. Depuis 2-3 ans, il y a un net regain pour le disque vinyle. Et beaucoup chez les jeunes. Moi, c'est ça qui me surprend toujours. Les 2 tiers de mes clients, c'est quand même des gens plutôt de 15-20 ans, quoi. Ouais.
qui se font des discothèques. Et ça, je pense qu'il y a peut-être le phénomène que la musique se dématérialise aujourd'hui, c'est déterminé. On a dématérialisé complètement la musique, alors je pense qu'il y a un retour à l'objet vinyle. Chaque premier samedi du mois, Fred participe au marché aux livres anciens ou d'occasion sous la verrière de la gare. J'étais très enthousiasmé par ce projet. Ça fait 1 an et demi, on a démarré, on était 9, là je pense qu'on est une vingtaine. Je pense que ça s'est bien mis en place. Et on a une autre clientèle que la clientèle qu'on voit toute l'année dans les boutiques. Et puis le fait de l'avoir positionné dans un lieu de passage populaire comme ça, je trouve que c'est intéressant. Pendant les 3 premières années, j'ai fait pas mal d'expositions ici, exposer des dessinateurs, des peintres. Aujourd'hui, j'ai plus tellement la place. Je peux plus tellement faire d'expositions. Alors je fais encore des dédicaces. La fin janvier, on va sûrement faire une journée pour la présentation d'une revue de graphisme. Et donc sinon, en contrepartie, j'essaye de faire de temps en temps des animations au marché du livre. Que ce ne soit pas uniquement des stands de vente, qu'il puisse y avoir des animations autour, quoi. J'ai vécu longtemps en Guyane, en forêt amazonienne, pendant 15 ans, dans un tout petit village très isolé, où j'ai d'ailleurs monté une bibliothèque avec la mairie. C'est vrai que j'avais beaucoup de temps de lire. Je lisais beaucoup plus à cette époque-là que depuis que je suis libraire. Donc je suis revenu en France depuis 5 ans et là je me suis mis vraiment à faire ce que j'aime. Soyez curieux, venez chercher, venez farfouiller, soyez curieux. Ne consommez pas que ce qu'on vous présente continuellement, quoi. Cherchez par vous-même. Il y a autre chose que les 15 best-sellers qui sont en vitrine ce mois-ci, quoi. Dans son grenier, Fred Goffin accueille donc les passionnés comme les simples curieux. Il n'est jamais avare de ses conseils et offre même un bon café. Fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Toutes les infos sur le blog délivrez-nous.tv. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens et d'ici là, belle lecture.